Auditeurs de l'Acti Secrète, bonjour. Le thème d'aujourd'hui s'intitule « Le jeûne intime ». Je vais vous expliquer ce dont il s'agit. Mais ça concerne surtout les couples en particulier, sachant très bien que lorsque deux personnes se marient, à partir de ce moment-là, tout peut arriver. Mais souvent, on baisse la garde. Alors c'est pourquoi j'ai fait cette vidéo, pour éviter justement de baisser la garde, afin de ne pas tomber dans les erreurs que font beaucoup de couples. Je vous laisse écouter, bonne écoute, et que cela puisse apporter quelque chose de nouveau dans votre vie. Vous devez toujours examiner la courbe de votre vie. Je reprends, vous devez toujours examiner la courbe de votre vie. Le thème de mon propos aujourd'hui, c'est lorsque l'on rencontre une nouvelle personne, que cette personne intègre notre existence. Ça peut être un amoureux, ça peut être un ami ou une amie, ça peut être un voisin, ça peut être un parent qui vient habiter avec nous. Regardez un peu la courbe de votre vie. Je vais prendre particulièrement le cas où un amoureux entre dans votre vie. Vous le voyez, il est beau, il est gentil, il est poli, il est serviable. Vous allez vous dire que j'ai trouvé l'homme idéal. Mais pour savoir si c'est l'homme idéal, vous n'allez pas vous baser sur sa beauté, sur sa gentillesse, sur ses mots doux, sur ses sourires, sur ses cadeaux. Moi, je vous conseille de vous baser sur la courbe de votre vie. La première question qu'il faut se poser, c'est ceci. Est-ce que depuis que je suis avec cet homme, depuis que cet homme est rentré dans ma vie, est-ce que ma vie a évolué ou ma vie a stagné ou ma vie a régressé? Ça, c'est la question qu'il faut se poser. Parce qu'il y a des gens qui rentrent dans votre vie, à partir du moment où ils rentrent dans votre vie, les problèmes commencent aussi. Vous avez des problèmes dans vos lieux de travail, vous avez des problèmes avec votre propre famille, c'est-à-dire vos parents, vos frères, vos sœurs et tout. Vous commencez à ne plus leur adresser la parole, vous commencez à trouver qu'ils sont bizarres. Vous trouvez maintenant que leurs conseils ne sont pas des bons conseils, que en fait, vous n'arrivez même plus à supporter les membres de votre famille. Les membres de votre famille avec qui vous vous entendiez très bien au préalable. Mais depuis que vous êtes avec cette personne, c'est plus pareil. Vous éloignez petit à petit de la famille et cette personne y contribue en vous disant tout le temps, oui, tes parents ne te veulent pas du bien. Si tes parents disent ça, c'est parce que dans leur famille, personne n'est marié. Toi, tu vas enfin te marier. Même au niveau des amis, si tes amis disent ça, c'est parce qu'elles sont jalouses de toi et tout. Et petit à petit, tu vas t'isoler et commencer vraiment à croire cette personne qui est avec vous. On va l'appeler Gilbert. Commencer à croire Gilbert et commencer à suivre plutôt les conseils de Gilbert par rapport aux conseils que les parents ou les amis peuvent vous donner. Donc ça, c'est la première question. La deuxième question que tu dois te poser, est-ce que depuis que je connais Gilbert, la vie que je mène correspond à ma personnalité, correspond à l'éducation que j'ai reçue? Je prends l'exemple d'une personne qui, dès qu'elle a connu son Gilbert, déjà elle a changé de religion. Ça, déjà, s'il y a quelque chose qui ne va pas, elle change de religion. Deuxièmement, c'est une personne qui change totalement d'alimentation. Vous voyez, petit à petit, c'est insidieux comme ça, hein, mais on commence à changer totalement
ce qui est nous, en fait. Donc, depuis que tu connais Gilbert, est-ce que tu restes toi-même? Est-ce que tu gardes ta personnalité? Est-ce que tu restes ce que tu es? Si avant, je prends un exemple, tu étais une femme dynamique, tu avais une entreprise ou tu travaillais dans une société, tu étais parmi les cadres, mais depuis que tu connais Gilbert, ton corps est lourd, tu as du mal à aller au travail, tu commences à négliger tes choses, tu commences à mal travailler au niveau de ton lieu de travail. Tu vois, il y a une différence entre toi avant Gilbert et toi après Gilbert, mais une différence en termes de chute, non pas en termes de prospérité. Dans ce cas, tu dois te poser la question, est-ce que Gilbert est vraiment l'homme de ma vie? La troisième question que tu dois te poser, c'est est-ce que depuis que je connais Gilbert, les décisions que je prends viennent vraiment de moi? Parce que tu vas te rendre compte que petit à petit, tu es comme téléguidé dans tes décisions. Je vais vous donner un exemple qui est très, très, très fréquent. Il y a des hommes, vous voyez ce genre de couple où la femme est beaucoup plus aisée que l'homme. Ça, c'est un exemple. Hein. On va prendre cet exemple-là. La femme est beaucoup plus aisée que l'homme. Et normalement, logiquement, la femme, elle surveille ses affaires. Mais depuis qu'elle est avec Gilbert, déjà, elle conduit plus sa voiture, c'est Gilbert qui conduit sa voiture. Moi, j'ai déjà vu ça. La dernière fois, j'avais vu une amie qui avait sa voiture, qui travaille, qui a sa propre entreprise. Et je l'ai vue sous le soleil, en train enfin, je l'ai vue debout. Je lui ai dit, ah, bonjour, comment tu vas et tout. Mais qu'est-ce que tu fais debout là? Elle me dit, non, j'attends un taxi. Alors, je lui ai demandé, mais comment ça se fait que tu attends un taxi? Mais où est ta voiture? Surtout que c'est une personne qui a une très belle voiture. Elle me dit, ma voiture est avec mon Gilbert, en fait. C'est là où j'ai commencé à sentir la défaillance dans la vie de cette personne-là. Maintenant, elle ne conduit plus sa voiture. Elle n'a plus autorité sur sa voiture. C'est maintenant l'homme qui a l'autorité sur sa voiture et qui, soi-disant, vient la chercher. Mais apparemment, même elle était dehors sous le soleil, c'est que même pour venir la chercher, il venait à l'heure qu'il voulait. Vous voyez, quand des choses comme ça, c'est des petits red flags qui montrent déjà que Gilbert, là, n'est pas l'homme de sa vie. Si on demande, ben, Gilbert va dire, mais c'est toi qui m'as donné les clés de ta voiture. C'est toi-même qui as décidé que c'est moi qui dois conduire. Moi, je ne t'ai pas forcé. C'est toi-même qui as pris la décision. Vous voyez, des choses comme ça. Il y a d'autres cas où vous allez, par exemple, signer un chèque pour la personne. La personne va venir, le Gilbert va venir. Oui, chérie, j'ai un gros problème là. J'ai une affaire, je sais que ça va marcher, vraiment. Il ne va pas vous dire, il va pas te dire, donne-moi de l'argent. Non. Ils sont très subtils. Gilbert va commencer à dire, oui, vraiment, j'ai des soucis, ça me tracasse et tout. Et nous, en tant que femmes toujours protectrices, on va venir, oh oui, mais chérie, quel est le souci que tu as? C'est pas normal et tout. Dis-moi, jusqu'à ce qu'il finisse par dire qu'il a des problèmes d'argent et qu'il a besoin d'argent pour monter un business ou, je ne sais pas, il a quelque chose que ça va rapporter de l'argent, voilà, j'ai ça, si on fait ça, ça va rapporter, si on paye une voiture par exemple, on met ça en taxi, ça va rapporter, on va récupérer, etc. Et la femme, de façon automatique, comme un automate, elle prend son chéquier bouffe, elle signe. Chose qu'en temps normal, parce que ça peut être une femme qui est chef d'entreprise, vous savez, quand on est chef d'entreprise, on ne s'amuse pas avec son argent, mais là, automatiquement, elle donne. Après, elle se rend compte que finalement, le monsieur n'a pas payé le taxi pour une raison ou pour une autre, ou il a payé une voiture pour faire taxi. Après, il va dire que oui, quand j'ai voulu faire les papiers pour transformer la voiture en taxi, il y a eu des problèmes, etc., etc. Au finish, résultat néant. Et quand la femme va
se dit que mais j'ai mis mon argent dans quelque chose, il n'y a rien. Elle s'énerve vis-à-vis du monsieur. Le monsieur va dire, mais c'est toi qui as pris la décision. C'est pas moi qui ai pris la décision. C'est toi qui as pris la décision. Moi, je peux rien te dire. Hein, je ne t'ai pas forcé et tout. Vous voyez, vous aurez l'impression que les décisions ne sont pas prises par vous. Vous aurez l'impression que c'est Gilbert qui téléguide vos décisions et vous, de votre propre bouche, vous prenez la décision. Je ne sais pas s'il me fait bien comprendre. Vous prenez une décision qu'en temps normal, vous n'aurez jamais prise. Là, c'est qu'il y a un problème. Et ça ne va pas sur une fois, hein, sur beaucoup de choses. Tu vas te rendre compte que, mais pourquoi j'ai décidé ça? Pourquoi j'ai fait ça? Pourquoi ceci? Pourquoi cela? Mais c'est vous qui avez pris la décision. C'est ça le problème. Je dis vous ou je dis toi. Bon, je vais dire toi, comme ça, parce que tu es ma sœur. C'est toi qui as pris la décision. Ce n'est pas quelqu'un d'autre. Tu as pris la décision ferme et volontaire de lui donner de l'argent. Tu as pris la décision ferme et volontaire de lui donner ton véhicule, de lui donner les clés de ta maison. Même des fois, il y en a qui sont allés jusqu'à mettre le nom de Gilbert, donc de leur conjoint, même s'ils sont mariés légalement, en bien séparés, de mettre le nom de leur conjoint dans leur testament ou bien dans leur droit de succession. Non, comment on appelle ça? Si vous avez une maison, vous ajoutez que la maison appartient à vous et à Gilbert. Vous voyez des choses comme ça, des aberrations de ce genre, vous le faites. Il y avait un cas que j'ai suivi dans YouTube. Ça parlait d'une dame qui était, elle était mariée avec un monsieur, c'est en Afrique de l'Est. Elle était mariée avec un monsieur qui avait beaucoup de maisons en location, avec des appartements, mariés légalement. Hein, et ils avaient 3 enfants. À partir d'un certain moment, le monsieur est décédé parce qu'il était malade. Je crois qu'il avait insuffisance rénale ou cancer de la prostate, enfin quelque chose du genre. Et donc, il est décédé. Quand il est décédé, donc, la femme a hérité de tous les biens selon le testament que le monsieur avait laissé. 3 ans plus tard, la dame s'est remariée. Elle s'est remariée, donc il n'y a pas de problème. Le mari Gilbert s'est présenté comme l'homme idéal, il est bien avec les enfants, patati patata. Vous savez, les femmes qui ont des enfants, quand les hommes viennent, ils jouent au gentil petit papa qui peut jouer le rôle de l'homme dans la famille, blablabla, etc. Ils se sont mariés légalement. Quand ils se sont mariés, au bout de 1 an et demi, le monsieur a montré maintenant son vrai caractère. Il a commencé à demander à la dame de mettre son nom aussi dans les papiers des maisons en location et des appartements en location que la dame avait. Donc que la dame a acquis par son mari qui est décédé. Il a commencé à menacer la dame. Mais normalement, nous sommes mariés, tu dois mettre mon nom, tu dois mettre mon nom, tu dois mettre mon nom. Pourtant, ils étaient mariés ou bien séparés. Mais le monsieur insistait que oui, si tu dis que tu m'aimes, pourquoi je n'ai pas mon nom? Si tu dis que tu m'aimes, maintenant si tu décèdes, comment je vais faire pour m'occuper des enfants que tu laisses, etc. En tout cas, c'était des menaces, des menaces, des menaces, des menaces. Mais Dieu merci, ce n'était pas une femme bête du tout. D'abord, c'était une femme qui était aussi, qui travaillait, hein. Je crois qu'elle travaillait dans une bonne entreprise. Elle a préféré demander le divorce en disant que non, ce que je vois avec cet homme-là, si je mets le nom de cet homme-là, il va m'assassiner et il va s'accaparer tous les biens de mon ex-mari. Elle a préféré demander le divorce. Et quand elle a demandé le divorce, le monsieur, dans la colère, un jour, il est allé l'agresser avec de l'acide. Il lui a versé de l'acide sur le visage en disant que si, comme on a divorcé, de toute façon, aucun autre homme ne va te regarder, aucun autre homme sur ce monde-là. Donc, il lui a versé l'acide sur le visage. Elle a été, Dieu merci, elle a barré avec sa main. La main a été brûlée. Elle a aussi une partie du visage qui est brûlée.
Mais sinon, elle a pu s'en sortir avec les opérations, comme ils avaient les moyens financiers, ils sont allés en Angleterre et ils se sont, du moins, on a rétabli son visage. Pas tout à fait, mais c'est bon quand même. C'est pour vous dire de faire très très attention. C'est pas parce qu'on est marié qu'on va accepter tout, donner tout à l'autre, etc. Parce que sous prétexte qu'il nous a dit mais je t'aime dans la nuit, allez oui, on signe un chèque, on met les papiers au nom du monsieur, on fait ça. Non, il faut être très vigilant. L'autre question aussi que tu dois te poser, est-ce que depuis que tu es avec Gilbert, ton compte en banque augmente ou bien tu commences à être dans le rouge? Eh oui, beaucoup de femmes se sont retrouvées dans cette situation. Depuis qu'elles ont commencé avec un homme, les dépenses se sont multipliées à une allure pas possible. Des fois, ce sont des femmes qui ont des enfants. Vous savez que les enfants, ça crée vraiment des dépenses. Mais la femme, avant de rencontrer Gilbert, c'est une femme qui gère bien son argent. Elle sait que quand elle touche son salaire ou quand elle a ses revenus de sa société, elle met tant pour l'école des enfants, tant pour l'entretien des enfants, tant pour le loyer, tant pour ceci, vraiment bien coordonné, bien agencé. Mais depuis que Gilbert est dans leur foyer, il y a des dépenses qui échappent comment dirais-je, à sa réflexion en fait. C'est-à-dire qu'elle se met à faire des dépenses qu'elle n'avait pas prévues. Vous voyez ce genre de Gilbert là qui vient, qui vous amène des problèmes, ces problèmes de l'extérieur. Ma mère est malade, je ne sais pas comment je vais faire, et est-ce que tu peux m'aider? Bouh, l'argent sort. Oh, il y a ma petite sœur, elle vient d'accoucher, vraiment, elle est hospitalisée. Oh, l'argent sort. Voilà, j'ai un projet, etc., etc. Est-ce que l'argent sort? Et finalement, tu n'as plus la maîtrise de ton compte bancaire. Quand tu regardes ton compte bancaire, tu te rends compte qu'il y a trop d'argent qui est sorti par rapport à tes prévisions, par rapport à ton organisation avant l'arrivée de Gilbert. Et petit à petit, il y a des femmes qui se sont retrouvées comme ça dans le rouge. Ou alors tu es avec un homme, vous êtes ensemble, il va dire oui, je t'épouse. Et quand il se marie, monsieur va prendre un crédit, des fois derrière votre dos, derrière ton dos, il prend un crédit à la banque et voilà, tu te retrouves un beau matin, les huissiers qui viennent, voilà, vous avez pris un crédit, donc voilà, on prend dans votre compte pour combler le crédit, etc. Même si vous êtes mariés en bien séparés, hein. Même, parce qu'on suppose que le mari a pris le crédit pour entretenir sa famille, vous y compris. Donc, on suppose que vous avez bénéficié de ce crédit. Et donc, quand il s'agit de rembourser, désolé, mais même si vous êtes mariés bien séparés, vous allez devoir aussi rembourser ce crédit. Et nous savons tous très bien que lorsqu'un homme prend un crédit sans le dire à son épouse, c'est qu'il prend un crédit pour un foyer externe. Vous imaginez un peu que vous allez vous retrouver à régler des dettes pour un crédit que monsieur a pris pour s'amuser avec sa chisa, en fait. Vous imaginez. Donc ça, déjà, dès qu'il y a des petits pics comme ça, qu'il est là derrière l'argent, et puis il va commencer aussi à dire que oui, tu dépenses trop, pourquoi tu mets tes enfants dans une école aussi chère, hein? C'est pas la peine, il y a d'autres écoles qui sont moins chères et tout. Donc il va venir carrément chambouler votre organisation financière tout en profitant lui. C'est lui qui va vraiment en profiter pendant que vous allez vous appauvrir. Ça aussi, ce sont des red flags. Enfin, la dernière question, ça c'est ce que je connais, il y a d'autres questions que vous devez vous poser. Est-ce que par moment, vous n'avez pas des petites sonnettes d'alarme dans votre esprit qui vous dit attention, attention avec cet homme? Est-ce que par moment, vous n'avez pas des petits doutes vis-à-vis de cet homme? Est-ce que par moment, parce qu'on peut mentir, mais on ne peut pas mentir tout le temps. Et des fois, si vous examinez bien ce qu'un menteur vous dit, il ment pour combler un autre mensonge. Et des fois, il s'embrouille dans ses mensonges. Et de temps en temps, vous allez vous rendre compte qu'il y a des choses bizarres. Et il m'avait dit ça alors que c'est ça. Ou alors, vous rencontrez un de ses amis, anciens amis, ou sa petite sœur, ou une de ses cousines, ou un de ses cousins, qui va sortir une simple phrase, va dire que, ah, c'est bizarre, lui, il m'avait dit autre chose.
Vous voyez, vous allez vous rendre compte que la personne vous a menti sur certaines choses. Et quand vous allez lui demander, il va dire, mais je te l'avais dit, mais tu n'avais pas écouté, je t'avais déjà dit. Et si on n'est pas vigilant, on va se dire, ah oui, peut-être qu'il m'a dit, c'est moi qui me trompe. Oui, peut-être, c'est moi qui ai tort. Voilà, je me suis trompée, voilà. Des choses comme ça, soyez vigilants. Et vous devez être aussi vigilant lorsque vous avez des vides horaires. C'est-à-dire qu'il y a des moments, votre Gilbert est absent, téléphone fermé, absent de tous les côtés. Vous demandez où est-ce qu'il est et vous vous rendez compte qu'il y a des vides horaires bizarres. Ou bien il va vous dire, ah, je vais voir mon ami, je sais pas moi, mon ami Cliff par exemple. Hein, je vais le voir, je vais aller bavarder avec lui. Et puis, quelques jours plus tard, vous rencontrez Cliff à la route. Ah, mais Cliff, comment ça va? Ah, toi et ton frère, là, Gilbert, vous avez beaucoup parlé. Hein. Le jour-là, il est rentré à 1 h du matin. Bon, Cliff, il sait que Gilbert, s'il dit qu'il est avec lui, il faut qu'il dise que oui, il est avec moi. Mais rien qu'en regardant Cliff, vous saurez si Cliff dit la vérité ou s'il ment. Cliff va dire, oui, il est avec moi, oui, 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 oui. Mais la façon dont il va répondre, ça va faire tilt dans votre cerveau. Vous allez vous dire que il y a du louche là-dedans. Après, quand vous allez rentrer à la maison, vous allez essayer de sonder Gilbert. Gilbert va dire, oui, j'étais avec Cliff, oui, j'ai même fait ça, oui. Il va vous donner tellement de détails, ce qui n'est pas normal. Tous les détails, même comment ils ont bu, de quoi ils ont parlé et tout. Seulement pour vous faire croire qu'il était vraiment avec ce Cliff-là. Et vous allez commencer à vous dire que, bon, peut-être c'est moi qui me suis trompée, hein. Peut-être que, voilà. Donc, tout ça là, ça doit vous tenir en alerte. Maintenant, moi, je vais vous donner plusieurs conseils pour que vous ne puissiez pas tomber dans le panneau. Premier conseil, quand vous vous mettez en couple avec une personne, ne baissez jamais la vigilance. Ça, c'est un conseil que je vous donne. Ne soyez jamais endormi face aux paroles que non, je t'aime, voilà, on va vivre toute notre vie ensemble, etc. Soyez vigilants. Ne soyez jamais le genre qui va dire que non, comme on est ensemble, on est déjà mariés, on partage tout, on se dit tout, on fait tout ensemble. Vous, vous dites tout, vous partagez tout. Mais lui ne dit pas tout, lui ne partage pas tout. Il a sa vie à l'extérieur, que ce soit avec sa famille, que ce soit avec une autre personne. Donc, soyez vigilants. Donc, ça, c'est le premier conseil. Même si vous avez 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans de mariage, ayez toujours cette petite réserve-là que l'homme, vous pouvez faire même 10 ans de mariage. Il suffit qu'il rencontre une jolie petite pépé là. Il perd le nord. Lui, toute sa vie, c'est cette jolie pépé-là. S'il doit vendre père et mère, il va le faire. Donc, restez dans la vigilance. Le deuxième conseil que je voudrais vous donner, c'est ne jamais négliger ses enfants à cause d'un homme. Même si cet homme-là est le père des enfants. Ne jamais négliger ses enfants à cause d'un homme. Un homme qui va vous dire que, chérie, l'argent qu'on dépense pour les enfants, c'est trop. On peut dépenser moins. Refuser. On peut mettre les enfants dans une école moindre, hein, parce que l'école où tu as mis les enfants, c'est trop cher. Refuser. Si vos moyens financiers vous permettent de mettre vos enfants dans les bonnes écoles, mettez vos enfants dans les bonnes écoles. Vous calculez votre argent, vous mettez les enfants dans de bonnes écoles et vous habitez dans un bon logement, dans un bon quartier. Refusez tout homme qui va vous dire que oui, on peut aller habiter dans un quartier comme ça, on va économiser l'argent. On peut enlever les enfants de cette école comme ça, on va économiser l'argent. Laissez-moi vous dire que économiser là, c'est plutôt l'argent qu'il va prendre pour aller dehors. Vous refusez. Mettez vos enfants en priorité. Priorité. Prenez soin de vos enfants d'abord. Ça, c'est la priorité des priorités. L'autre conseil que je voudrais vous donner, c'est de faire ce qu'on appelle le jeûne intime.
Vous tous, vous savez ce qu'on appelle le jeûne. Si vous êtes religieux, vous savez que dans la religion, on préconise souvent le jeûne et la prière. Pourquoi? Parce que pendant le jeûne, vous avez les yeux ouverts, comme qui dirait, et si vous associez ça à la prière, je vous assure que vous verrez ce qu'on vous cache et vous entendrez ce qu'on ne vous dit pas. Le jeûne et la prière. Donc là, je vous parle de jeûne intime. Le jeûne intime, c'est de jeûner par rapport aux relations intimes, c'est-à-dire la relation intime qui se passe sur le lit entre monsieur et madame. Je pense que vous savez ce que je dis. Il y a des moments dans le couple, vous devez faire le jeûne intime. Vous n'avez pas besoin de dire à votre conjoint que oui, je me lève ce matin, à partir d'aujourd'hui, je fais 3 jours de jeûne intime, je fais une semaine de jeûne intime parce que je veux voir clair dans ma vie et tout. Ne lui dites absolument rien. Vous-même, prenez vos décisions. Quand vous voyez que votre tête est embrouillée, quand vous voyez que les décisions que vous prenez, vous vous rendez compte qu'après coup, pourquoi vous avez pris cette décision? Pourquoi je me comporte comme ça? Pourquoi ma vie est comme ça? Vous sentez que vous êtes mal à l'aise dans la vie que vous avez en ce moment. Ce n'est pas la vie que vous avez espérée. Hein? Et ce n'est pas la vie que vous aviez même il y a quelques années. Vous êtes en train de descendre dans l'existence. Vous êtes en train d'avoir un comportement qui n'est pas votre comportement. Vous êtes en train de prendre des décisions qu'en temps normal, dans toute votre lucidité, vous n'auriez pas prises. Là, vous devez faire le jeûne intime. Parce que lorsque vous commencez à avoir des red flags et que vous avez un rapport intime avec votre conjoint, je vous assure que tous les red flags là disparaissent sous le flot des caresses, sous le flot des bisous et tout. Tout disparaît. Et quand vous avez terminé, vous dites non, peut-être que j'imagine, peut-être que je me trompe. Après tout, il m'aime beaucoup. Après tout, c'est le bon mari. Après tout, je ne veux pas vivre sans lui et tout. Il faut toujours avoir la tête sur les épaules. Il faut toujours avoir la tête sur les épaules. Ne vous laissez pas endormir par tout ça. Et ne vous laissez pas endormir par ces sourires, ces cadeaux, ces ceci. Ayez la tête sur les épaules. Et dans ce cas-là, quand vous faites le jeûne intime, vous n'avez pas de relation intime avec votre conjoint. Pendant 3 jours, par exemple, mais moi, je préfère pendant 1 semaine d'abord. Vous commencez pendant 1 semaine. Il y a même des personnes qui font le jeûne intime pendant 15 jours. Vous allez voir que le conjoint, il va sentir qu'il y a quelque chose de louche. Que, ma conjointe, là, elle commence à ouvrir les yeux. Il faut que je bloque ça. Il va venir avec des cadeaux, des compliments, etc. pour vous fermer la tête. Restez vraiment ferme dans votre décision de faire le jeûne intime. Trouvez des prétextes pour ne pas avoir de rapport intime, pour que ça ne fasse pas trop de problèmes dans le foyer. Il va d'abord commencer par se poser des questions. Qu'est-ce que tu as et tout, et tout. Après, quand vous allez persévérer dans ce jeûne intime, il va vous accuser d'infidélité. Oui, si tu ne veux pas avoir d'intimité avec moi, ça veut dire que tu es un autre homme. Après, il va vous menacer. C'est le rôle d'une femme d'accepter l'intimité, etc. C'est ton rôle. Quand je demande, tu dois donner et tout. Je suis désolée, on n'est pas des vaches ou de je ne sais pas quoi. Si on n'a pas envie, on n'a pas envie. Et après, il va commencer à vous menacer aussi d'une autre manière en disant, si tu ne veux pas, je vais dehors. Dans ce cas, vous le laissez aller dehors. Comme il dit, il va dehors, il fait ce qu'il veut. Mais restez vigilant dans ce jeûne intime-là. Vous allez comprendre beaucoup de choses, vous allez voir beaucoup de choses et c'est un moment où vous allez prendre la maîtrise, vous allez reprendre la maîtrise de votre propre vie, de vos propres décisions, de votre propre compte bancaire, de vos propres effets, de votre voiture, de votre maison, de vos héritages et tout. Vous allez reprendre l'autorité sur ça. Vous allez redevenir vous-même. C'est durant ces jeûnes intimes-là que vous allez redevenir vous-même.
Et l'autre conseil que enfin pas conseil, disons avertissement, faudrait faire très attention parce que beaucoup d'hommes, comme beaucoup de femmes d'ailleurs, mettent des, des fétiches au niveau de leur partie intime. Et quand vous avez des rapports avec cette personne, vous oubliez tout. Et vous êtes là seulement à penser à la personne matin, midi, soir, chaque seconde, même quand vous êtes au travail, vous ne pensez qu'à la personne et vous n'avez qu'un seul objectif, c'est de vous retrouver dans ses bras. Ça là, c'est de la manipulation. Il faut faire très attention. Restez vous-même. Soyez vigilante. Gardez l'autorité sur tout ce qui est à vous. Gardez l'autorité sur l'éducation que vous souhaitez donner à vos enfants. Gardez l'autorité sur votre compte en banque. Gardez l'autorité sur votre compte en banque. Ça, j'insiste beaucoup là-dessus. Gardez l'autorité sur vos décisions. Si vous gardez l'autorité sur tout ce que vous faites et surtout, durant ce jeûne intime, n'oubliez jamais de prier. Parce que c'est quand vous allez prier que Dieu va vous mettre maintenant tout ce qui est caché. L'esprit est pur là durant le jeûne intime. L'esprit est pur, net, bien. Vous n'avez pas les petits fétiches qu'il met dans ses parties intimes. Vous n'avez pas les petits microbes, les qui perturbent voilà, les MST et tout. L'esprit est bien pur. Et à chaque fois que vous faites le jeûne intime, vous allez vous rendre compte que vos décisions sont claires. Vous reprenez la direction de votre existence. Voilà. Donc ça, c'est un conseil que je vous donne. Tous ces conseils-là, écoutez-les, réécoutez-les et commencez à les mettre en application. Et vous verrez que votre vie conjugale va être beaucoup plus claire. Vous saurez quelles décisions prendre. Et laissez-moi vous dire que si au cours du jeûne intime, le Seigneur vous montre que là, il y a un danger, il faut déjà commencer à vous préparer à quitter. Parce que beaucoup de gens disent non, il ne faut pas dire aux gens de quitter et tout. Il y a des cas, il vaut mieux dire à la personne de quitter, commencer à préparer son divorce. Parce que quand on maintient la personne dans ce genre de foyer, après c'est le cercueil qu'on vient ramasser. Il y a beaucoup de familles comme ça. La fille, elle se rend compte qu'il y a des red flags, il y a des signaux qui montrent que l'homme qu'elle a épousé, qu'elle aimait, vraiment, il y a des choses bizarres, soit qu'il est rentré dans une secte, soit qu'il est rentré il est allé se faire initier bizarrement dans un truc bizarre, soit qu'il est devenu woubi, soit qu'il vole son argent, soit qu'il imite sa signature, soit qu'il ne s'occupe pas des enfants, il met même les enfants comment dirais-je, contre elle, c'est-à-dire sur le genre d'homme, surtout s'il a trouvé la femme avec des enfants, il va commencer maintenant à brouiller la femme avec ses enfants. Oui, tu as vu ton fils, il est impoli, il est ceci, il est cela, tu as vu ta fille, elle ne te respecte pas, et c'est elle qui a volé l'argent dans ton sac et tout. Quand tu vois tout ça, la femme, quand elle fait maintenant le jeûne intime, elle ouvre ses yeux parce que Dieu va lui montrer la réalité des choses. Après, quand elle demande le divorce, parce qu'il faut demander le divorce, hein, il faut aller doucement demander le divorce. Mais des fois, ce genre de personne, quand elle va chez ses propres parents pour dire non, mes chers parents, j'ai décidé de demander le divorce parce que je me rends compte que avec cet homme-là, je cours un risque pour ma vie ou mes enfants courent un risque pour leur vie. Mais ce sont les mêmes parents-là qui vont dire non, il faut rester dans le foyer, il ne faut pas partir. Tu vois, la dernière fois, il t'a payé une voiture, par exemple, ou la dernière fois, quand tu avais un problème, il était à tes côtés. Une femme seule, ce n'est pas bien, etc., etc. Mais toi-même, tu sens que tu n'es pas en sécurité avec cette personne-là. Tu commences à avoir peur, tu commences à t'inquiéter. Et à ce moment-là, il faut que tu restes vraiment, tu persistes dans le jeûne intime. Et s'il faut jeûner aussi au niveau alimentaire, tu jeûnes au niveau alimentaire pour pouvoir prendre la bonne décision. Et quand tu as pris ta décision, qu'elle soit ferme et irrévocable. Ça, c'est pour la survie de tes enfants et des fois pour ta propre survie.
Voilà, j'ai terminé mon message. J'espère que ça t'a été utile. Je te demande d'écouter ce message, de réécouter encore pour que tu puisses bien t'imprégner et que